La Cour de justice de la Communauté des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, veut voir un peu plus clair dans l'affaire du massacre en Gambie en 2005. Il y a de cela près de 20 ans que des migrants en direction de l'Europe avaient accosté en Gambie avec leurs bateaux. Ils étaient plus d'une cinquantaine, 44 Ghanéens, 9 Nigérians, 2 Togolais, ainsi que des ressortissants sénégalais et ivoiriens. Ces migrants avaient été arrêtés et certains exécutés par les forces de sécurité gambiennes. Depuis, les familles sont dans l'attente des suites réservées au dossier. Ici, le Ghana est accusé de faire un blackout sur l'affaire, puisqu'après les faits, un survivant ghanéen a rapporté les détails à son pays qui a dû dépêcher une équipe d'enquête en Gambie. Les résultats de ces enquêtes sont toujours conservés secrets. Récemment, c'est la Cour de justice de la CEDEAO qui enjoint au Ghana de rendre publics les résultats de l'enquête du massacre de 2005. Selon certaines organisations de défense des droits de l'homme, cette requête de la CEDEAO est une victoire d'étape pour les familles endeuillées. Ces organisations, notamment Human Rights Watch, a été la première à appeler à la justice pour ses victimes. Pour Gambie, ces migrants avaient été pris pour mercenaires venus déstabiliser le régime Jammeh. De ces migrants, 3 demeurent aujourd'hui les seuls rescapés de ce triste événement. Depuis le lundi dernier, les parlementaires de la CEDEAO se retrouvent à Banjul, à Gambie, dans le cadre de la réunion délocalisée stratégique sur la libre circulation des personnes en Afrique de l'Ouest. Il s'agit pour la présidente de l'institution, Maimounatu Ibrahima, et ses collègues de se concerter pour mieux faire face aux nouveaux défis, notamment à l'amélioration des infrastructures frontalières, la coordination entre les autorités douanières et la promotion des droits des personnes vulnérables, sans oublier les questions de sécurité et de gestion des migrations. Ainsi, jusqu'au vendredi prochain, les discussions devraient permettre de surmonter les obstacles en mettant en œuvre des solutions efficaces pour faciliter les déplacements transfrontaliers tout en garantissant le respect des droits des voyageurs. Rappelons que depuis mai 1979, un protocole garantissant la libre circulation des personnes, le droit de résidence et d'établissement aux citoyens membres de l'espace CEDEAO avait été adopté. Cependant, ce protocole n'arrive toujours pas à tenir ses promesses. Les gouvernants peinent à mettre en place une application harmonieuse à même de faire respecter ce principe de libre circulation des personnes sur l'ensemble de l'espace CEDEAO. Récemment, le Premier ministre Victoire Toméga-Dogbe a annoncé que le programme national d'accompagnement de la femme enceinte et du nouveau-né baptisé Wezu a des résultats qui réconfortent. En effet, d'après les chiffres donnés par la chef du gouvernement, le programme Wezu en 3 années d'existence est venu en aide à plus de 570 000 femmes. Ces chiffres sont encourageants car le précédent rapport révélait que seulement 290 000 femmes ont été touchées par le dit programme. À travers ces chiffres, Wezu confirme son impact significatif sur la santé maternelle et infantile dans le pays. Les moyens d'impact de Wezu étant de diverses formes, elle a aussi, selon la ministre, je cite, déployé des transferts monétaires trimestriels au profit de plus de 25 000 ménages pauvres qui ont permis en outre de couvrir les besoins nutritionnels et de santé des enfants. Fin de citation. Pour le Premier ministre, tout sera mis en œuvre pour que l'impact du programme national d'accompagnement de la femme enceinte et du nouveau-né soit sans cesse grandissant. Rappelons que Wezu est un programme d'anticipation de l'assurance maladie universelle qui a vu le jour en 2021. Elle a pour ambition d'augmenter progressivement le nombre de femmes qui suivent les soins pendant leur grossesse, à savoir un suivi régulier, l'accouchement dans les formations sanitaires, soins néonataux et autres, afin d'amoindrir considérablement les risques d'accouchement difficiles pour les futures mères. Elle a également bénéficié de 2,1 milliards de francs CFA d'août 2021 à décembre 2022 afin de parvenir à des résultats. Dans le village d'Ungatare, à une quinzaine de kilomètres de Niamey, une semaine après les fortes pluies enregistrées, les séquelles sont toujours visibles. Les habitations ont laissé place à une véritable ruine de maisons effondrées. Issa Issoufou Soulé, habitant du village, contemple les dégâts occasionnés par ces précipitations. Nous avons presque
120 maisons qui ont été effondrées avec la pluie abondante là. Mais vraiment, nous n'avons pas eu de dégâts humains, mais vraiment des dégâts matériaux tels que les champs, les maisons, les champs de riz. C'est dans ce village que la principale route vers la capitale s'est coupée en deux, tandis que les autres sont submergés. Conséquence, Niamey est coupé de l'intérieur du pays, mais aussi des produits de première nécessité comme le carburant. Depuis la nuit du samedi au dimanche, toutes les voies étaient coupées. Donc toutes les voies d'approvisionnement, parce que le dépôt du Niamey est sur le plateau de Soré. Donc au niveau de Soré, Ganda, il y a l'eau qui avait submergé le pont, donc il n'y avait aucun passage. Donc pour vous dire que c'est une situation vraiment c'est un cas de force majeure qui est intervenu et la SONEP n'est pas restée les mains croisées pour approvisionner le pays. Dans les stations-service qui ont encore du carburant, c'est des ruées. Il faut bousculer pour en avoir. L'essence n'est pas disponible depuis 4 jours. Depuis 13 heures, je n'ai pas de carburant. Je suis obligé de garer mon taxi. Nous demandons au gouvernement de trouver un moyen de nous procurer du carburant. C'est très difficile pour nous. Les autorités ont donc été obligées de rétablir ce tronçon depuis quelques heures pour réapprovisionner la capitale. Toute la population de Kolo et de Niamey aussi. Plus d'une semaine, la circulation a été interrompue. Et vraiment, on a vécu. La population a vécu. Vraiment, vraiment. Tout est bloqué entre Niamey et Kolo. Pas d'issue, pas de passage. Et vraiment, avec les fortes pluies, nous avons tout vécu. Depuis juin dernier, les inondations ont fait près de 200 morts au Niger et d'importants dégâts matériels. Ces fortes pluies ont aussi occasionné la rupture de certains produits à la suite des détériorations des routes. Les habitants du Darfour empruntent cet itinéraire qui consiste à traverser la rivière Baraouk pour rejoindre le Tchad. À leur arrivée, ces réfugiés entassés dans des camps de fortune manquent de nourriture et n'ont pas accès à des soins de santé. Il n'y a ni nourriture, rien à boire. Les soins de santé ont été assurés par Médecins sans frontières pendant 3 ou 4 mois et l'eau a été fournie pendant 2 mois. Depuis le début du conflit entre les généraux Al-Bourhan et Hamdan Daglo, plus de 630 000 personnes en provenance du Soudan sont arrivées au Tchad, mettant le pays à rude épreuve selon les Nations Unies. Le nombre de réfugiés pourrait atteindre 910 000 d'ici la fin de l'année, en raison de la persistance du conflit au Soudan et de l'afflux continu de nouveaux arrivants. De fortes tempêtes et inondations qui s'abattent sur le Tchad ont détruit de nombreuses maisons de réfugiés. Les autorités tchadiennes nous ont agressés, ce n'est pas acceptable. Nous avons fui une guerre pour nous retrouver dans une autre. Vous nous fournissez les produits de première nécessité ou vous nous renvoyez au Soudan. Selon des sources locales, plus de 200 000 réfugiés vivant dans des installations précaires dans l'est du Tchad attendent toujours d'être transférés dans des sites permanents plus structurés. Quant à l'aide humanitaire, le HCR n'a reçu que 37% des 220 millions de dollars attendus. Une rivière boueuse a envahi le paysage. Cette eau provient du barrage d'Arbat, un peu plus au nord. La structure, qui alimente la ville côtière de Port-Soudan, n'a pas résisté aux nouvelles pluies torrentielles tombées ces derniers jours sur la région. Vers 15 heures, le barrage a cédé et l'eau a emporté une quarantaine de personnes. Nous avons récupéré quelques corps et il y a eu des survivants. Dieu merci, la plupart des gens ont survécu. Nous avons reçu un message disant que des personnes étaient coincées dans cette voiture et qu'ils avaient essayé de les faire sortir, mais qu'ils n'y étaient pas parvenus. Il y avait 7 camions transportant des familles, des personnes âgées et des enfants. Ici, ces hommes creusent les tombes des victimes. Selon des médias locaux, une centaine de personnes sont encore portées disparues et une dizaine de villages sont toujours inaccessibles au secours. Une catastrophe de plus au Soudan, déjà meurtri par la guerre et sévèrement impacté par les inondations ces derniers mois. Depuis mai, les fortes pluies ont entraîné la mort de plus de 130 personnes. Près de 60 000 maisons ont été détruites ou endommagées.
Les averses diluviennes ont également favorisé l'apparition d'une seconde vague de choléra. Plus de 650 cas et 28 décès ont déjà été déclarés dans le pays, confronté à la pire crise humanitaire de la planète. C'était il y a 3 semaines. Avec les premiers cas de variole du singe confirmés fin juillet, le gouvernement a tenu une réunion pour lancer un plan national de riposte contre la maladie, doté d'un budget de 12 millions d'euros, avec une série de mesures préventives. C'est une maladie qui se propage rapidement et hautement contagieuse. Donc nous interpellons la population à observer les mesures de prévention, les mesures simples que le ministère de la Santé a communiquées à la population, notamment se laver fréquemment les mains avec de l'eau propre et du savon. Ne fût-ce qu'observer vraiment ces mesures simples et préventives va nous aider à couper vraiment la transmission, la propagation de cette maladie. Des mesures de prévention effectivement basiques, mais impossibles à mettre en œuvre pour de nombreux habitants. Pas par ignorance ni par négligence, non. Simplement, pour se laver les mains, encore faudrait-il avoir de l'eau. Actuellement, avoir de l'eau potable est un sérieux problème. On peut passer 2 mois sans eau, de telle sorte qu'on oublie même d'ouvrir les robinets. Même sur les robinets publics, c'est un autre problème. Ils ne sont pas alimentés tous les jours. Alors la famille survit grâce à ces bidons d'eau qui servent pour la toilette, mais aussi pour la cuisine, la vaisselle et le linge. En l'absence d'eau courante, les risques d'attraper la variole sont décuplés. Pas facile de se protéger avec le manque d'eau. Le peu d'eau que l'on a est utilisé à d'autres fins. Alors se laver régulièrement devient compliqué avec les autres travaux domestiques. On a tellement peur d'attraper cette maladie à cause du manque d'eau. À ce jour, les autorités burundaises font état de 171 cas positifs déjà identifiés dans le pays, dont un grand nombre de jeunes et d'enfants de moins de 5 ans. Sur les 46 districts sanitaires du pays, 26 comptent déjà au moins un cas positif de variole du singe. Face à la recrudescence de la maladie, la mairie de Bujumbura a aussi donné des instructions aux habitants et aux commerçants de la ville. Dans les marchés, tout détenteur d'un kiosque, d'une shop ou d'un magasin doit également avoir un kit pour se laver avec du savon à eau propre. Seulement au marché, presque un mois après l'annonce du maire, pas de kit de lavage en vue, ni de mesures de distanciation. La vie s'y déroule comme avant et la confusion règne à la fois en termes d'information et de gestion des risques. Comment se protéger? Je n'en sais pas grand-chose. On n'a pas été informé, je ne comprends pas bien. Comme tout le monde, cette maladie me fait peur, bien sûr. Selon les médecins, le nombre de cas augmente au Burundi et la maladie s'est répandue en dehors des zones sensibles, proches de la frontière avec la République démocratique du Congo. Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a lancé un SOS mondial depuis Tonga dans le Pacifique, exhortant les gouvernements à intensifier l'action climatique, alors que de nouveaux rapports révèlent comment l'élévation du niveau de la mer menace cette région vulnérable. Les dirigeants de la planète doivent agir, réduire drastiquement les émissions mondiales de gaz à effet de serre, mener une élimination rapide et équitable des combustibles fossiles et augmenter massivement les investissements en matière d'adaptation au climat pour protéger les populations contre les risques actuels et futurs. Ce n'est qu'en limitant le réchauffement à 1,5 degré Celsius que nous aurons une chance d'empêcher l'effondrement irréversible des calottes glaciaires du Groenland et de l'Antarctique occidentale et les catastrophes qui les accompagnent. Le monde va vers une augmentation de la température de 3 degrés Celsius par rapport au niveau pré-industriel. Cela implique une élévation du niveau de la mer beaucoup plus rapide. Un désastre pour 1 milliard de personnes dans le monde qui vivent dans des mégalopoles côtières comme Los Angeles, Mumbai, Lagos ou encore Shanghai. La montée des eaux est une crise entièrement provoquée par l'humanité. Une crise qui atteindra bientôt une échelle presque inimaginable, sans aucun canot de sauvetage pour nous ramener à bon port. Mais si nous sauvons le Pacifique, nous nous sauvons aussi nous-mêmes. Le monde doit agir et répondre au SOS avant qu'il ne soit trop tard. Guterres a insisté sur la vulnérabilité des nations insulaires du fait de leur faible altitude et de la proximité de la population et des infrastructures par rapport à la mer, qui les expose particulièrement aux risques liés à la montée des eaux.